Et je trouvais ça joli de les mettre sur un pied d'égalité, parce que Delon serait rien sans... Anouchka Delon, l'héritière du légendaire Alain Delon, a confirmé ce que beaucoup murmuraient depuis des mois. Oui, elle vit une relation intime avec le célèbre avocat Frank Bertone. L'homme des affaires impossibles, connu pour ses défenses controversées et ses plaidoiries enflammées, ce n'est plus une rumeur, mais une vérité assumée, lâchée avec une sincérité glaciale et un courage désarmant. Le choc est total. Les réseaux sociaux s'embrasent. Les plateaux, télé s'enchaînent, les journaux, titres en lettres capitales, le scandale. Delon, la fille d'Alain, et l'avocat du diable. Les fans dévastés oscillent entre fascination et trahison. Les uns saluent le geste d'une femme libre, d'autres crient à la provocation, à la profanation du nom, Delon symbole d'élégance, de mystère et de légende. Depuis son enfance, Anouchka a grandi sous le poids écrasant d'un patronyme mythique, belle fière, discrète. Elle a longtemps cultivé l'image d'une fille modèle, ombre douce, d'un père solaire, mais derrière les sourires polis et les tapis rouges, une autre histoire se tramait. Une femme en quête d'amour, vraie d'émotions brutes d'un regard qui ne verrait pas, la fille de « mais simplement elle ». Et ce regard, elle l'a trouvé chez Frank Bertone. Cette révélation a fissuré le vernis doré du clan, Delon. Les proches se murent dans le silence. Les anciens amis se détournent. Les caméras campent devant la demeure familiale. Chaque mot, chaque photo, chaque silence devient un indice dans cette saga qui dépasse la fiction. Car au-delà du scandale sentimental, ce sont des vérités plus sombres, plus intimes, qui émergent peu à peu des confidences sur la solitude, les désaccords familiaux, les blessures cachées derrière le glamour. Anouchka n'a pas seulement parlé, elle a ouvert une brèche dans le mur du mythe. En quelques phrases, elle a bouleversé la France du cinéma, de la presse, du public. L'onde de choc est telle que même les voix les plus critiques peinent à masquer leur curiosité. Ce n'est plus une affaire privée, c'est une tempête nationale, une confession qui redéfinit le nom Delon, non plus comme un symbole de perfection, mais comme une histoire de chair de fêlure et de vérité nue. Pendant des mois, Anouchka Delon a vécu dans une bulle de silence, un silence lourd, construit avec précision, comme un rempart contre les rumeurs, contre les jugements, contre le poids du nom qu'elle porte depuis sa naissance. Elle savait qu'un mot de travers, une image mal interprétée pouvait suffire à déclencher une tempête. Son père, Alain Delon, gardien farouche de sa légende, avait toujours imposé la discrétion, l'élégance, la retenue dans un monde où tout s'étale, tout se monnaie, tout s'expose. Anouchka avait suivi cette ligne invisible jusqu'au jour où le cœur a décidé autrement. Tout a commencé dans la plus grande discrétion, loin des tapis rouges et des flashs de photographes. Elle rencontrait Frank Bertone, un avocat plus âgé qu'elle, de 20 ans, charismatique, direct, sans compromis. Il venait d'un univers brutal, celui des tribunaux des affaires criminelles, des vérités dérangeantes. Il avait ce regard qui perce les masques, et Anouchka y a trouvé un abri, un miroir de sincérité dans lequel elle, à Takrotz, pouvait enfin respirer libre de toute posture. La relation s'est construite dans l'ombre avec prudence, des rendez-vous, dans des hôtels discrets, des échanges, codés, des promesses murmurées à voix basse. Elle savait que ce lien serait jugé incompris, que le nom Delon ne pouvait se mêler à celui d'un homme habitué à défendre les âmes perdues, mais plus le danger grandissait, plus l'attirance devenait irrépressible. Elle tentait de préserver l'image d'une fille exemplaire tout en vivant une passion clandestine dans un équilibre impossible entre devoir et désir. Cette double vie la rongeait chaque jour davantage. Le masque du calme se fissurait et les proches commençaient à percevoir le trouble sous la surface.
une photo volée dans un restaurant de Lille, a suffi à tout faire basculer, la presse people a flairé le scandale, une silhouette familière, une main posée sur une autre, un regard complice capté dans un instant d'abandon. Les titres ont fusé dans toutes les rédactions. Anouchka et Franck Lamour, secret du clan Delon. En quelques heures, l'information a fait le tour des écrans. Les fans ont explosé. Les commentaires se sont enchaînés entre colère et incompréhension. Certains ont crié à la trahison, d'autres à la manipulation. Les images diffusées sur les chaînes d'infos ont tourné en boucle et les caméras se sont massées devant la maison de Douchy. Les journalistes harcelaient les proches, les voisins. Les amis, personne ne parlait le clan. Delon s'est refermée comme une forteresse. Anouchka, elle s'est terrée dans un mutisme presque douloureux, refusant d'alimenter le feu médiatique, jusqu'à cette nuit de janvier où tout a éclaté dans un entretien exclusif. Elle a décidé de dire la vérité, de tout dire. Dans un ton calme, presque détaché, elle a prononcé ces mots qui ont glacé la France. « J'ai aimé et je n'ai plus honte de le dire ». Cette phrase simple a traversé les écrans comme une lame tranchante. Soudain le mystère tombait. Les journalistes analysaient chaque syllabe, chaque geste, chaque respiration. D'Anouchka sur le plateau, les chroniqueurs criaient au scandale. Les réseaux sociaux s'embrasaient d'une rage mêlée d'admiration. Certains saluaient le courage d'une femme qui refuse le mensonge. D'autres voyaient dans cette confession une trahison publique envers la mémoire d'Alain Delon. L'onde de choc atteignait même les sphères politiques et culturelles. La presse internationale s'en mêlait. La fille du samouraï, du cinéma français, venait de faire exploser la dernière barrière du secret au sein du clan Delon. Les tensions ont éclaté, les frères se sont disputés, les anciens amis ont disparu dans les coulisses du drame familial. Anouchka affrontait une solitude glaçante. Son téléphone ne cessait de vibrer sous le flot d'appels de journalistes, d'amis inquiets ou curieux, mais elle restait droite, déterminée, refusant de nier ou de minimiser les faits. Ce qui suivit fut un déferlement sans précédent. Les magazines ont publié des photos inédites, des échanges de messages, des témoignages de proches. Toutes semblaient destinées à mettre à nu la vie privée de celle qui voulait seulement aimer librement. La pression devint insoutenable. La famille Delon, selon certaines sources, aurait tenté d'étouffer l'affaire, d'empêcher la diffusion de certaines images, mais il était trop tard. La machine médiatique était lancée et rien ne pouvait plus l'arrêter. Les unes. Des journaux rivalisaient de titres plus violents. Les talk-shows multipliaient les débats sur la chute d'un mythe. Les fans se déchiraient sur les forums. Pendant ce temps, Anouchka se murait dans le silence. Son visage amaigri apparaissait sur quelques clichés volés. Elle semblait fatiguée, vidée, le regard perdu entre défi et douleur autour d'elle. Le monde s'écroulait, tandis que Frank Berton, lui aussi, subissait les assauts des caméras, des micros, des jugements. Lui, l'avocat des causes perdues, se retrouvait cette fois à défendre l'amour d'une femme contre tout un pays, et plus les critiques s'amplifiaient, plus leurs liens semblaient se renforcer dans cette tempête. Chaque modèle devenait un titre. Chaque silence, une accusation, chaque larme, une preuve de culpabilité. Les médias construisaient une saga où tout se mêlait. Le drame familial, le poids de la célébrité, la transgression morale et l'inévitable fascination du public qui regarde tomber les idoles. Cette histoire n'était plus seulement une affaire sentimentale, c'était une fracture nationale, un miroir tendu à une société avide de scandales et incapable de pardonner la vérité. Les jours qui suivirent furent un chaos absolu autour d'Anouchka. Delon,
la tension médiatique ne retombait pas bien, au contraire. Chaque matin, de nouveaux détails surgissaient comme des éclats d'une bombe encore fumante. Les chaînes d'information diffusaient sans relâche les images du couple, main dans la main dans une ruelle discrète de Montparnasse. Les caméras de surveillance d'un hôtel parisien avaient capté une étreinte furtive dans un ascenseur. En quelques secondes, l'intimité d'une femme devint un spectacle national. Les tabloïds étrangers s'en emparèrent et bientôt le monde entier commentait la chute de la fille du plus grand acteur français. Alain Delon restait silencieux, cloîtré dans sa propriété de Douchy. Selon plusieurs proches, il aurait refusé toute interview, tout contact avec les journalistes. Son entourage parlait d'un homme brisé, d'un père blessé par la trahison de sa propre fille. Des mots lourds qui circulaient sans qu'on sache jamais s'ils venaient de lui ou des rumeurs. L'atmosphère autour du clan Delon devenait irrespirable. Anouchka ne pouvait plus sortir sans être suivie. Les paparazzis campaient jour et nuit devant sa maison. Les flashs la poursuivaient jusque dans les rues de Genève, où elle tentait de se réfugier pour fuir la fureur parisienne. Frank Berton, de son côté, affrontait une autre tempête. Les barreaux l'observaient avec méfiance. Ses collègues s'interrogeaient sur son discernement. Certains clients retiraient leur confiance, craignant d'être éclaboussés par le scandale, lui gardaient la tête haute. Mais son visage marqué par la fatigue trahissait la pression insoutenable d'une affaire devenue hors de contrôle. Anouchka sentait son monde s'effondrer autour d'elle. Les amis d'enfance prenaient leur distance. Les producteurs suspendaient des projets. Les marques rompaient leurs contrats d'image. Elle recevait chaque jour des centaines de messages de haine, des lettres anonymes, des menaces. Certains l'accusaient de salir le nom Delon, d'autres de manipuler un homme plus âgé pour attirer la lumière. Elle lisait tout en silence, incapable de répondre à cette marée de jugement. Son visage s'affinait, ses yeux perdèrent leur éclat, et dans le miroir, elle ne reconnaissait plus la femme qu'elle était. La tension atteignit son paroxysme lorsqu'un magazine publia une série de photographies volées montrant Anouchka et Frank lors d'un week-end dans le sud de la France. Les clichés captés au téléobjectif montraient un couple d'une tendresse évidente. Mais la presse les transforma en preuve d'infidélité morale. Les titres hurlaient. La fille, Delon dans les bras de la controverse, les studios de télévision organisèrent des débats. Les chroniqueurs s'arrachaient pour analyser la posture, le regard, le moindre geste d'Anouchka, comme si sa vie intime était devenue une scène publique. Elle se taisait, mais ce silence devenait insoutenable pour les médias qui réclamaient du sang. Alors vint le jour où elle décida de reprendre la parole une seconde fois face caméra, les yeux rougis, la voix tremblante mais ferme. Elle déclara qu'elle n'avait rien à cacher, qu'elle avait amené d'un amour sincère et qu'elle assumait les conséquences de ce choix. Elle parla de solitude, de peur d'être réduite à un nom d'héritage, à une ombre, derrière un père trop grand. Elle parla de son besoin de vérité, de sa fatigue face aux mensonges. Cette confession fit exploser de nouveau les réseaux, les images de son visage. En larmes, tournèrent en boucle. Les larmes d'Anouchka devinrent le symbole d'un drame à ciel ouvert. Le public partagé entre compassion et cruauté réagit avec une intensité rarement vue. Certains voyaient en elle une femme brisée, d'autres une manipulatrice. Les fans du patriarche criaient au scandale. Les jeunes saluaient une femme courageuse qui osait parler dans un pays où le poids du nom vaut souvent plus que la vérité. Alain Delon, selon des sources proches, aurait réagi avec colère, refusant de commenter officiellement, mais son entourage confirma qu'il vivait cette
exposition comme une trahison personnelle entre le père et la fille, une distance s'était installée froide, silencieuse, infranchissable, tandis que les caméras tournaient encore autour d'eux. La France entière avait désormais les yeux rivés sur cette tragédie familiale devenue feuilleton national. Les experts en psychologie de plateau disséquaient le lien père-fille. Les historiens du cinéma évoquaient la fin d'un mythe. La presse étrangère parlait d'un drame à la française. Mélange de passion d'orgueil et de déchéance. Anouchka traversait cette tempête, seule la tête haute refusant de se cacher ou de céder. Elle vivait désormais dans une tension permanente. Chaque message, chaque appel devenait un rappel brutal que sa vie ne lui appartenait plus. Son visage s'affichait sur toutes les couvertures. Son nom ne sortait plus des lèvres du public. Et au cœur de cette exposition déchirante, elle continuait à aimer dans le tumulte, malgré tout, contre tous, avec une intensité presque suicidaire. Elle savait que plus rien ne serait jamais comme avant, que le nom Delon avait perdu son éclat d'ivoire pour se teinter du sang et des larmes d'une vérité qu'on ne peut plus effacer. Les semaines suivantes s'étirèrent comme une longue brûlure pour Anouchka. Delon. Rien ne semblait pouvoir apaiser la fureur qui grondait autour d'elle. Les journaux continuaient de creuser chaque recoin de sa vie privée, traquant le moindre signe de faiblesse. Le moindre mot prononcé hors de son cercle intime. Les réseaux sociaux se transformèrent en tribunal public où l'amour d'une femme devint un crime d'audace. Les émissions du soir diffusaient d'anciennes interviews de son père, des extraits de films, des images d'archives où il tenait dans ses bras la petite Anouchka souriante sous les projecteurs. On y voyait la fillette adorée du monstre sacré du cinéma français. Et ce contraste entre l'innocence passée et le scandale présent rendait la chute encore plus violente. Les médias titraient sur la trahison, la fracture, la fin d'un mythe. Tout Paris ne parlait plus que de cela au café, au théâtre. Dans les rédactions, même les visages familiers d'Anouchka semblaient désormais hésiter à la saluer sur les tapis rouges. Les regards se faisaient fuyants. Les murmures suivaient chacun de ses pas. Cette pression constante la vidait de toute énergie, elle avait cessé de dormir. Son téléphone restait posé sur la table de nuit, clignotant sans cesse d'alertes. D'articles, de notifications, son entourage tentait de la protéger, de filtrer les appels, mais rien n'y faisait le vacarme. Du monde s'infiltrait partout comme une marée noire qui salit tout ce qu'elle touche. Franck Berton lui restait présent à distance, discrète mais solide. Il lui envoyait des messages courts, des mots simples du courage et de la patience dans l'intimité rare qu'il pouvait encore partager. Il lui répétait qu'il survivrait à tout, que la vérité finit toujours par s'imposer. Mais cette vérité-là avait un prix terrible. Chaque geste d'eux devenait une preuve. Chaque absence, une accusation des photographes campaient dans les arbres, autour de leur refuge. Du Var. Des drones survolaient la maison pour capturer une image du couple. Épuisé, le visage fermé dans la lumière du soir, une photographie en particulier mit le feu aux poudres. Elle montrait Anouchka, vêtue d'une robe noire, le regard perdu, assise sur une terrasse, la main de Franck effleurant la sienne. Cette image, publiée en une d'un magazine dominical, devint virale en quelques heures, symbole d'une passion interdite qui défiait les convenances la France. Se divisait encore un peu plus entre ceux qui y voyaient la preuve d'un amour sincère et ceux qui criaient à l'humiliation publique du nom Delon. Le tumulte atteignit son sommet lorsqu'un ancien proche de la famille parla à la télévision décrivant la colère du patriarche, la honte ressentie par les fils, la tension insupportable dans la maison de Douchy. Selon ses mots, Alain Delon aurait hurlé en découvrant les photos
aurait parlé d'irrespect et d'abandon. Ces paroles, relayées sans vérification, enflammaient les plateaux de débat. La presse étrangère reprenait l'histoire sous le titre « La malédiction d'Edelo Nanuchka » se retrouvait seule face à une tempête qui ne faiblissait pas. Les jours se succédaient dans un brouillard de douleur et d'adrénaline. Elle se levait chaque matin sans savoir quel nouveau titre allait la crucifier, quelle nouvelle image allait ressurgir d'un passé qu'elle croyait enfoui. Pourtant, malgré l'humiliation, malgré la rage du monde, elle continuait d'avancer, tête haute, refusant de se cacher. Elle se rendait seule, au rendez-vous, professionnelle, marchait sous les flashs, sans un mot, le visage impassible, mais derrière ce masque de force, une lassitude profonde la rongeait. Elle avait perdu la confiance, en tout, en la presse, en le public. Parfois même en l'amour, elle découvrait à quel point la société moderne pouvait dévorer ses idoles, puis les recracher, brisées et nues. Frank Burton tentait de la convaincre de quitter la France, de recommencer ailleurs, de fuir le regard brûlant d'un pays incapable d'oublier. Mais elle refusait. Obstinée, fière, presque défiant la tempête, elle disait qu'elle ne fuirait pas, que fuir serait trahir une seconde fois. Alors elle resta là, dans Paris, assiégée par le scandale, au milieu des murmures et des projecteurs, les yeux ouverts sur le vide. Son nom désormais symbole d'un combat perdu d'avance entre la vérité d'un cœur et la tyrannie d'une légende. Chaque jour, elle croisait des visages inconnus qui la fixaient avec cette curiosité cruelle réservée aux héros déchus. Chaque soir, elle éteignait les lumières pour échapper aux reflets des caméras qui rôdaient encore dans la rue. Son monde s'était rétréci à quelques mètres carrés de silence et pourtant, dans ce silence, elle commençait à sentir quelque chose bouger au fond d'elle. Non pas la peur ni la honte, mais une colère sourde. Une énergie nouvelle, celle d'une femme qui a tout perdu, sauf le droit d'exister à sa manière. Les mois passèrent et le tumulte médiatique ne faiblissait pas autour d'Anouchka Delon. La France entière semblait incapable de tourner la page. Les journaux continuaient à publier des analyses, des tribunes, des récits sur la chute de la fille du monstre sacré du cinéma français. Chaque mot, chaque photo devenait une arme, dans une guerre invisible entre le mythe et la réalité. Les paparazzis suivaient chacun de ses déplacements. Les voisins décrivaient aux journalistes la moindre lumière allumée dans sa maison comme un événement national. Anouchka se murait de plus en plus dans la solitude, ne sortant que pour les obligations inévitables, les yeux cachés derrière des lunettes noires, le visage fermé, elle avançait comme un fantôme au milieu du vacarme. Son entourage parlait d'elle comme d'une femme épuisée, mais déterminée, brisée, mais debout. Frank Burton restait à ses côtés malgré les pressions, les critiques, les insinuations. Certains l'accusaient de profiter de la situation d'autres de manipuler, une femme vulnérable, mais ceux qui les voyaient ensemble disaient le contraire. Ils parlaient d'un amour sincère, presque douloureux, d'une complicité née dans la tourmente. Ils vivaient désormais comme deux fugitifs, traqués par un monde avide de drames sans fin. Un soir de printemps, Anouchka fit une apparition inattendue dans une soirée de charité à Paris. Elle portait une robe blanche, simple, ses cheveux tirés, son visage plus pâle que jamais dès qu'elle entra. Les murmures s'élevèrent, les téléphones se levèrent, les caméras cliquetèrent sans pitié. Elle s'avança lentement, saluant poliment les invités, refusant de répondre. Aux questions, les flashs crépitaient, son regard se perdit un instant dans la foule. Et ce regard disait tout. La fatigue, la douleur, la résistance d'une femme qui ne voulait plus fuir la presse s'empara de l'événement comme d'une renaissance titrant sur le retour d'Anouchka, la réapparition de la fille prodigue,
Mais derrière les images, l'ambiance restait électrique, certains applaudissaient son courage, d'autres la traitaient d'opportuniste, cherchant à redorer son image dans les studios de télévision. On commentait son attitude, son allure, son silence, tout devenait matière à interprétation, la moindre respiration était décortiquée comme un message caché dans les jours qui suivirent, une nouvelle bombe éclata. Un journaliste publia un article accompagné d'un enregistrement audio, une conversation volée entre Annouchka et un proche de la famille. On y entendait sa voix, fatiguée, tremblante, évoquer les désaccords violents avec son père, la distance, la blessure, la douleur d'avoir été effacée par le mythe de Long. Cette fuite fit l'effet d'une déflagration nationale. La presse titra sur la guerre du clan de Long, sur la fille qui ose défier la légende, des débats houleux éclatèrent sur les plateaux de télévision. Certains prenaient sa défense, d'autres la condamnaient sans pitié. Les internautes se divisaient encore une fois, la compassion affrontait la haine dans une spirale sans fin. Les radios diffusaient des extraits de l'enregistrement en boucle. Les commentateurs parlaient d'une dynastie brisée, d'une malédiction familiale. Annouchka resta silencieuse pendant plusieurs jours, puis une photo d'elle apparut sur les réseaux, prise par un passant dans une rue de Genève, vêtue d'un long manteau noir, marchant seule, la tête baissée. Cette image devint virale, symbole d'une femme traquée par son propre passé. La légende disait simplement « Elle n'a plus de refuge pendant ce temps ». Frank Burton faisait face à ses propres démons, harcelé par la presse, rejeté par certains confrères. Il continuait pourtant de la soutenir, refusant de s'exprimer publiquement sur leur histoire, préférant le silence digne à la polémique, mais son regard fatigué trahissait l'ampleur du choc. Cette relation, autrefois refuge, devenait désormais une prison de verre où chaque mot, chaque geste se transformait en scandale. Annouchka comprenait peu à peu que la société ne lui pardonnerait jamais de ne pas être parfaite, de ne pas correspondre à l'image qu'on attendait d'elle. La fille d'Alain Delon devait être élégante, discrète, irréprochable. Elle ne pouvait pas aimer hors des cadres. Elle ne pouvait pas exister hors du mythe. Et c'est précisément ce qu'elle avait osé faire et c'est pour cela qu'on la punissait. La punition prenait la forme du silence, du mépris, du regard froid d'un pays qui idolâtre et détruit. Dans le même souffle, la tempête médiatique devenait moins bruyante, mais plus sourde, plus insidieuse. Une fatigue nationale pesait sur cette affaire qui ne voulait pas mourir. Les rédactions parlaient d'elle comme d'une tragédie moderne, mélange de gloire, d'amour et de déchéance. Et au cœur de cette tragédie, Annouchka continuait à respirer lentement, douloureusement, mais toujours vivante, toujours là, dans cette lente dérive où chaque souvenir devient un poids, chaque regard une menace. Elle commençait à comprendre qu'elle n'était plus seulement la fille d'un mythe, mais désormais le visage d'une vérité qu'on ne voulait pas, voire celle d'une femme qui s'est brûlée, en cherchant simplement à aimer. Dans le silence après la tempête, Annouchka Delon n'est plus la fille de, mais une femme libre, vraie, debout. Elle a tout perdu, sauf le droit d'aimer et d'exister. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires vraies, brûlantes, bouleversantes. Des vies qui vacillent entre gloire et douleur.